Voici Marion Maréchal. Vous entrez sur une facétie de Félix Veil, notre... Vous devez bien le prendre. Bonsoir, madame. Merci d'être sur notre plateau. Désolé, désolé. Ah ben si, qu'est-ce qu'il y a sous le grand chapeau de Marine Le Pen? Tata Yo-Yo, Annie Cordy, bien sûr. Comment ai-je pu faire le lien tout de suite? En 2012, vous avez été élu plus jeune député de l'histoire de la République. En 2017, vous êtes mise en retrait de la vie politique, retrait auquel seul Éric Zemmour croyait sur ce plateau. Vous vous souvenez, on disait non mais c'est pas possible, elle reviendra. Il disait non, elle va faire... Oui, je n'ai rien oublié. Et pourtant, vous êtes devenue en avril 2022 la présidente de son mouvement Reconquête. Est-ce que vous comprenez que Marine Le Pen soit vice-présidente? Oui, je lui ai pas volé. Ah oui, d'accord, je lui ai pas volé. J'ai pas dit le vice, alors vice-présidente. Vous comprenez que Marine Le Pen soit échaudée par la main tendue d'Éric Zemmour, puisque cette main lui a longtemps servi à lui coller des baffes virtuelles. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je pense que quand on fait de la politique, on doit être capable de s'extraire un peu des propos d'estrade. Et que faire l'archéologie des petites phrases au sein de la campagne électorale qui, évidemment, sont toujours désagréables puisqu'elles sont toujours, par principe, elles s'inscrivent dans une concurrence électorale. Je pense que ce n'est pas la meilleure moyenne de regarder avec lucidité quel est l'intérêt des Français. Oui, en l'occurrence, l'intérêt des Français, en ce qui concerne cet appel à l'Alliance pour les législatives, c'est de permettre, c'est quand même pas la moindre des choses, que potentiellement le camp national au sens large puisse être non seulement le premier groupe d'opposition, voire peut-être obtenir une majorité relative, quand un RN seul pourrait tout au plus en effet constituer un groupe d'opposition important, personne ne lui dénie cela, mais probablement arriver derrière le groupe d'opposition aujourd'hui constitué par l'extrême gauche derrière Jean-Luc Mélenchon. Donc au regard des enjeux, non, je trouve ça un peu décevant. Et je vais vous dire, prenons l'exemple de celui qui aurait pu être le premier vexé, ou en tout cas le second vexé dans ce... relativement à ses propos, je pense à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il a réagi le lendemain et il a dit oui, évidemment qu'il faut se rassembler. Voilà, évidemment, il faut se rassembler. On le connaît bien ici, on sait qu'il n'est pas toujours tout en finesse, mais dire frapper 8 fois le nom des Le Pen, l'échec, il n'était pas obligé non plus. Il savait bien que ça n'allait pas forcément entraîner les enthousiastes. Je vais pas vous dire le contraire, et enfin, au regard de ma position, vous vous doutez bien que je ne l'aurais pas exprimé tel quel. Je veux dire, Marine Le Pen n'a pas épargné non plus pendant la campagne. Ça n'a pas empêché Éric Zemmour d'appeler à voter pour elle sans hésitation. Non, mais mon ami Éric Zemmour a inventé le concept de main tendue dans la gueule, donc effectivement, déjà, c'était pas très bien parti entre vous. Et là, alors, partons de la situation. Pardon, mais soyons un petit peu honnêtes aussi. Cet appel à l'Alliance, elle a été lancée avant même d'ailleurs ce premier tour. Et avant même que ces propos ne soient tenus, le Rassemblement national avait déjà dit qu'ils étaient contre. Non, mais je veux dire qu'on regarde les choses aussi avec lucidité et entre ce qui relève du prétexte mais et ce qui relève de la... Ce qui est fait est fait, ce qui est dit est dit. Qu'est-ce qui peut bien se passer maintenant? Aux dernières nouvelles, alors peut-être que vous négociez et qu'on ne le sait pas, aux dernières nouvelles, le Rassemblement national ne veut pas entendre parler d'une union quelconque. On s'achemine donc vers des candidats des deux camps, Reconquête et Rassemblement national, dans les 577 circonscriptions, ce qui, au vu des projections, ne vous laisse quasiment aucun espoir de présent les projections à l'Assemblée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'initiative de cet appel à l'Alliance, et ce depuis plusieurs jours, vous l'avez dit avant même d'ailleurs ce second tour, et c'est cohérent d'ailleurs avec l'ensemble des propos qui ont été tenus et des positions qui ont été tenues par Éric Zemmour tout au long de la campagne, puisque chaque fois qu'il a été interrogé sur les législatives, il a été le premier à le dire que oui, il était pour une construction d'alliance avec d'autres mouvements. Donc il n'y a pas de surprise. J'entends dire qu'il serait arrogant de sa part parce qu'il aurait obtenu 7% d'être à l'initiative de cet appel à l'alliance. Je ne vois pas ce qu'il y a d'arrogant à essayer de provoquer un débat. Le désir d'alliance, c'est un truc de petit. Le PS peut s'allier avec les Insoumis, Reconquête peut s'allier avec le Rassemblement. Jean-Luc Mélenchon qui était la troisième il reçoit les demandes. C'est lui qui a tendu la main vers des partis qui aujourd'hui... Non, mais qu'est-ce que vous voulez quelle forme pourrait prendre cette alliance? Ça consisterait en quoi? Je vous le dis très simplement, c'est-à-dire qu'il s'agirait en fait de faire en sorte qu'il y ait, alors après les modalités sont à définir en détail, mais qu'il y ait une union du camp national. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'il puisse y avoir des candidatures communes, c'est-à-dire qu'en fait il n'y ait pas de court-circuitage dans les circonscriptions. Alors selon les circonscriptions, quand, combien? Et je le dis, puisque manifestement ça a l'air d'être une fois de plus un prétexte utilisé ou l'objet d'un débat, il est absolument évident, comme dans toute alliance, que le chef de file naturel est le mouvement qui a obtenu le plus de voix. Enfin, je veux dire, personne n'a dit que c'était Éric Zemmour qui devait être le leader de cette alliance, si vous voulez. Là, l'idée, c'est simplement de susciter, et allez, je vais vous le dire franchement, d'aller aussi chercher un peu le Rassemblement national
de le heurter un peu dans sa culture spontanée, que je connais bien pour en venir, comme vous en doutez, qui a quand même une certaine tendance à l'enclavement et à l'isolement. Il y a toujours ce réflexe un peu de citadelle assiégée. Alors pour plein de raisons qui tiennent à eux ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi parfois un syndrome de persécution qui peu à peu s'avère être vrai par le passé, et de dire soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, soit vous êtes des ralliés, mais on ne veut pas d'alliés. Et malheureusement, la leçon quand même de cet entre-deux tours, et la leçon d'ailleurs à travers le constat que fait aussi Éric Zemmour, même de manière abrupte dans ce qu'il a voulu dire, c'est que depuis des décennies, on ne gagne pas seul. Voilà, on peut le regretter, on peut le déplorer, on peut trouver ça injuste, on ne gagne pas seul. Un accord est-il encore possible ? Eh bien, je l'espère. En tout cas, ce sera l'objet encore des jours à venir. Il y a des contacts de part et d'autre, pas d'ailleurs qu'avec le Rassemblement national, avec des candidats LR aussi, avec Debout la France, avec d'autres. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour tenter de l'obtenir. Si nous n'y parvenons pas, écoutez, advienne que pourra. Et j'espère qu'on n'aura pas à s'en mordre les doigts. Mais surtout, selon les projections, vous disparaîtrez s'ils refusent l'accord. C'est ça le problème. C'est qu'on a l'impression. Je vous trouve reconquête. Non, on a les projections. Alors que les choses soient dites clairement, le RN n'a pas besoin de nous pour avoir des députés, ça c'est certain. Mais en revanche, il a besoin de nous pour pouvoir passer d'un groupe de députés relativement réduit à une première force d'opposition, voire une majorité relative. Ouais. Donc ça c'est certain. Après dire est-ce que Reconquête aura absolument aucun député, ça je peux pas aussi être radical que vous, on n'en sait rien. C'est dans 2 mois, il y a une campagne qui va être menée. On a d'ores et déjà nous des élus sortants qui repartent aussi, donc non, il n'y a pas de raison qu'on soit totalement absent. Raphaël Antoine. Une remarque et une question. Oui. La remarque, on est vraiment peu de choses. Éric Zemmour voulait grand remplacer Marine Le Pen. Il l'a présenté comme l'idiote utile de Macron, comme l'allié de Macron, c'est-à-dire la garantie qu'il serait maintenu au pouvoir. Et le voilà en supplétif non désiré de celle qu'il voulait abattre. Ma question, enfin, ça c'est la remarque, la question qui va avec, c'est que vous en finesse. que vous inspire, c'est haut, c'est bas. Et sur le fond, j'en viens à la question que je vais vous poser. On s'était dit ça il y a 4 ans quand j'étais venu à la Convention de la droite pour en parler. L'union nationale, l'idée d'une union nationale, c'est-à-dire l'idée d'une majorité par la droite de la droite, est-ce que ça n'est pas techniquement, idéologiquement, en France et au XXIe siècle, une impasse à jamais ? Alors, en ce qui concerne la première remarque, écoutez, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on n'est pas déçu par le résultat. Enfin, ça me paraît évident. Quand on part à une présidentielle, on tente d'être qualifié au second tour et même de la gagner. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs, comme vous le savez, le combat politique c'est un combat sur le temps long. Donc ce qui a déjà été construit en quelques mois me semble déjà remarquable à bien des égards, quoi qu'on puisse en penser, même si évidemment les sarcasmes battent leur plein aujourd'hui, mais c'est tout à fait le jeu. Moi ce que je constate et ce que je rappelle quand même, parce qu'on l'oublie un petit peu vite, c'est que la veille de la guerre en Ukraine, Éric Zemmour croise les courbes avec Marine Le Pen dans les sondages, on oublie quand même de le dire, et à ce moment-là, contrairement à ce qui est souvent dit et répété, il est le candidat qui a d'ailleurs l'électorat qui rassemble des Français les plus variés, que ce soit sur le plan sociologique, avec le plan territorial, le plan des niveaux de diplôme, enfin tous ces, vous savez, ces marqueurs qu'on utilise très souvent pour essayer de voir qui sont les électeurs derrière. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ensuite, on pourra toujours faire le bilan de ce qui relève du contexte extérieur, de l'étouffement du débat, de l'accès aux médias, des erreurs qui ont pu être faites aussi. Regardons les choses en face. Sur le fond, est-ce que le projet en lui-même n'était pas promis à un résultat miniature ? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait rien d'écrit à ce que ce résultat soit celui-ci. C'est ma question. Et je ne crois pas. Alors attendez, oui, vous allez voir. Très bien. Jordan Bardella était sur notre plateau le 23 mars dernier. Et en plus de faire preuve de don divinatoire, vous allez voir, il était pessimiste quant à une alliance entre le RN et Reconquête législative. Regardez. Ah oui, je me souviens. Si Éric Zemmour fait 7% à l'élection présidentielle, ce qui à mon avis sera le cas, je pense qu'il fera. 7%. Je pense qu'il fera je pense qu'il fera moins de 10. Vous allez mettre un candidat face à Marion Maréchal Le Pen. Si elle est candidate. Nous aurons des candidats partout. Donc si elle est candidate, vous mettrez un candidat en face. Alors depuis, la situation a semblé évoluer, mais c'est quand même un peu flou. Si vous êtes candidate aux législatives en juin prochain, est-ce que vous pouvez imaginer que Marine Le Pen place un candidat face à vous? Alors, est-ce que je peux juste répondre à cela, parce que c'est intéressant ce qui s'est quand même passé. Quand on regarde aujourd'hui ce qui a entraîné les scores finaux, on voit, et ça tous les sondages le révèlent, qu'il y a à peu près un tiers des électeurs de Marine Le Pen qui ont mis en place un bulletin pour Marine pour des raisons de vote utile et non pas de conviction.
c'est 50% à peu près pour Jean-Luc Mélenchon. Si vous enlevez Macron aussi. Ouais, tout à fait. Si vous enlevez ce tiers de vote utile, Marine Le Pen aurait pu être à 16% et on aurait pu imaginer qu'en parallèle, Éric Zemmour soit plutôt autour de 11-12. Donc déjà, le rapport des forces change un peu. La deuxième chose, c'est qu'il y a à peu près 47% aujourd'hui des Français qui ont voté pour Marine Le Pen, qui ont hésité avec Éric Zemmour. C'est la candidate qui a été face à plus d'hésitation. Donc moi, tout ça pour vous dire, on peut faire de la statistique électorale, c'est pas le but. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un jeune parti que beaucoup essayent d'enterrer avant même qu'il ne soit né et qui en réalité a beaucoup de bases et de perspectives de projection qui m'apparaissent extrêmement prometteuses. Et je finirai par là, et c'est là où je reproche au Rassemblement national de fermer la porte, c'est que j'en suis absolument convaincue, on aura peut-être l'occasion d'aller plus en détail là-dessus, c'est que le Reconquête à travers Éric Zemmour a servi de sas pour un électorat vers Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen fait des scores absolument inédits. Je vous donne un exemple dans une région que je connais bien, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans des villes, disons-le, plus aisées, qui n'étaient pas initialement des villes dans lesquelles elle faisait des scores importants, qui sont précisément les villes où Éric Zemmour a su parler à cet électorat sociologiquement issu plutôt des classes moyennes ou supérieures. Et donc, il a servi de sas. Et en cela, il a non seulement été utile de ce point de vue-là, il a élargi la base, mais ça justifie d'autant plus qu'on ne crache pas sur ces millions d'électeurs qui aujourd'hui pourraient être unis ensemble. L'effet que vous décrivez, très rapidement, l'effet que vous décrivez prend le contre-pied exact de l'analyse d'Éric Zemmour pendant 5 ans, qui voyait précisément, justement, lui, non pas, il ne se voyait pas en facilitateur de Marine Le Pen, mais en dépositaire de sa mémoire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce que vous décrivez là, c'est le contre-pied de ce que lui-même analysait pendant des années. C'est le contre-pied de sa propre lecture des choses. Mais je ne dis pas que l'objectif était d'être un sas. Ce que je vous dis, c'est que c'est intéressant. Ça veut dire que Reconquête, en quelques mois, a permis d'amener aux idées nationales un électorat qui, depuis longtemps, était manifestement soit dans l'abstention, soit aux Républicains, soit parti chez Emmanuel Macron. Donc il a su parler à cet électorat-là, chose que Marine Le Pen n'avait pas nécessairement réussi à faire. Donc c'est quelque chose, je pense, de positif, qu'il avait su aussi jusqu'à, on en avait parlé, cette date fatidique du lancement de la guerre en Ukraine, parler aussi à une partie des classes populaires, et que donc je vois dans cette perspective une capacité du camp national à ne pas s'enfermer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le clivage du bloc élitaire et du bloc populaire. Alors, qui est, et j'aimerais d'ailleurs... Le clivage, vous parlez non pertinent ? Alors, je trouve que c'est un fait sociologique tout à fait juste, constatable. Alors avec quelques nuances quand même, parce qu'il y a à peu près 36% des gens qui ont voté Emmanuel Macron qui viennent des classes populaires. Donc en fait, paradoxalement, son électorat est un peu plus varié et un peu moins marqué que ne l'est celui aujourd'hui de Marine Le Pen. Mais néanmoins, je pense qu'il est un corner politique. D'ailleurs, c'est la grande différence tactique, stratégique que j'ai avec le Rassemblement national depuis des années. C'est-à-dire que je pense que c'est moralement et politiquement une erreur que de voir figer ce clivage entre bloc élitaire et bloc populaire. Pourquoi ? Déjà, pour une raison simple, c'est que je le trouve fondamentalement malsain quand on est attaché à l'idée de nation, c'est-à-dire de s'enfermer dans une sémantique, des propositions qui enferment les gens dans leur catégorie matérielle, en dressant les Français les uns contre des autres, donc Français des champs contre Français des villes, gagnants de la mondialisation contre perdants de la mondialisation. Je trouve que c'est déjà, malsain sur le plan politique. Mais en plus, je suis absolument convaincue, et malheureusement, le résultat de cette élection en est encore la démonstration, si on fige ces blocs dans les partis, et la conclusion, c'est que le bloc élitaire gagnera toujours. Voilà. Il gagnera toujours au détriment du bloc populaire, pour une raison simple. On pourrait tirer une autre conclusion du résultat des élections, qui est que l'analyse de Marine Le Pen l'a portée à 42 et celle de Zemmour à 7. Non, mais ce que je constate, c'est que, regardez, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le bloc élitaire finit toujours par gagner. Pourquoi ? Parce que c'est un bloc qui évidemment est un bloc plus puissant sur le plan des réseaux, de l'influence, que c'est un bloc, comme on dit, j'aime pas trop ces termes, sont un peu sociologiques, mais voilà. C'est Jérôme Saint-Paris, ça. Tandis que le bloc populaire s'abstient plus, que le bloc populaire est beaucoup plus hétérogène, en fait, sociologiquement, territorialement, religieusement, et j'ai même envie de dire ethniquement, parce que en fait, dans le bloc populaire, il est censé y avoir aussi les personnes d'origine immigrée en grande partie, et donc qu'il y a une espèce de fantasme à imaginer que parce que le bloc populaire est majoritaire, il pourrait être réuni et battre le bloc élitaire. Et donc je pense que c'est une impasse, et je pense que fondamentalement, et c'est ce que nous avons essayé de faire, et nous le ferons dans le temps long avec Éric Zemmour, c'est pour ça que vous me posiez la question, qu'est-ce que vous allez devenir, qu'est-ce que vous allez faire, c'est qu'en fait il faut être capable maintenant de ne pas raisonner uniquement à travers un fait sociologique, mais au contraire d'aller chercher dans le bloc élitaire d'Emmanuel Macron des Français
qui devrait pouvoir aujourd'hui travailler avec nous et ne pas être enfermé dans cette photographie. Moi, j'ai au moins 2 points de désaccord avec vous. C'est sur la guerre en Ukraine, vous présentez ça un peu comme un événement un peu malheureux. Bon, c'est pas de chance. Date fatidique. En fait, moi, je trouve normal que ça marche pour Éric Zemmour, pour les autres, qu'on réponde de ses positions passées sur des points cruciaux. Moi, les rapports à la Russie et le rapport à la guerre d'Ukraine, voilà. Donc, il est normal qu'on trouve que ce n'est pas la même chose de pencher vers Poutine et les démocraties illibérales plutôt que vers le reste de l'Europe. Donc, il a été sanctionné, Éric Zemmour a été sanctionné sur ce point. Je pense que oui. Pourquoi pas Marine Le Pen alors? Eh ben voilà. Parce que je pense que vous faites une autre erreur d'analyse. Je pense qu'Éric Zemmour, en plus des autres raisons, celle-là valide que vous avez avancée, ne parle pas à un certain électorat. Et l'électorat de Marine Le Pen, par exemple, n'en a rien à fiche de l'Ukraine, je pense, fondamentalement. Oui, alors que l'électorat d'Éric Zemmour, c'est un point sur lequel il a été très sensible et qui a déterminé le changement de vote. Ils penchaient plutôt vers Éric Zemmour, ils sont allés vers Marine Le Pen. Donc je pense que vous avez un gros travail de refondation à faire parce qu'il y a un électorat qui, de toute évidence, ne vous écoute pas parce que Zemmour est perçu comme quelqu'un faisant partie du bloc élitaire, au fond. Je suis pas d'accord avec cette analyse. Je dis pas que évidemment les positions des uns ou des autres n'ont pas joué dans cette espèce comment dire, d'acmé émotionnel à laquelle nous avons assisté, qui a empêché aussi d'ailleurs d'avoir un raisonnement posé, construit et qui a entraîné beaucoup d'anathèmes. Ce qui est vrai aussi, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en dépit de ses positions, l'a beaucoup moins payé parce que au sein de son électorat, probablement, y a-t-il beaucoup plus de fondamentaux anti-atlantistes qu'il ne l'a qu'il n'y a pour Éric Zemmour. Voilà, donc probablement l'a-t-il moins payé. Moi, je crois qu'au-delà de ça, fondamentalement, ce qui a été déterminant, et je m'en suis rendu compte d'ailleurs à travers un département que je connais bien, qui est le département du Vaucluse, qui fait un peu figure d'exception en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est que Éric Zemmour, comme Reconquête d'ailleurs, en réalité, est peu ou mal connu des Français. Ça, c'est indéniable. Ça veut dire que beaucoup ont pensé, peut-être, qu'en partant avec la notoriété qui était celle d'Éric, qui est indéniable, auteur à succès, voilà, qui fait des centaines de milliers de vues, faisait de lui quelqu'un de bien identifié dans sa pensée et dans ses propositions. Or, je crois que l'une des conclusions, c'est que nous avons manqué de temps et à la fin d'espace, notamment lié à la guerre en Ukraine et des temps de parole, je ne vais pas vous apprendre ça, pour qu'il soit correctement identifié et connu, en particulier auprès des Français qui sont les plus déclassés, disons-le comme ça, et qui n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller lire Le Figaro ou de regarder CNews, franchement, disons-le. Et du coup, cela a été une prime aux marques politiques. C'est-à-dire que les marques politiques, la marque Marine Le Pen, la marque Jean-Luc Mélenchon, la marque Emmanuel Macron, mécaniquement, ont pu tirer leur épingle du jeu. Je ne cherche pas des excuses à tout, je dis que c'est un ensemble de faisceaux, mais je crois beaucoup plus, si vous voulez, à ces grandes mécaniques de fond qu'à fondamentalement voilà, ces espèces de prises de position, de la même manière que je le reconnais volontiers, que pendant la campagne électorale, on a pu beaucoup parler des ambiguïtés de Marine Le Pen ou des changements de position par rapport ou des lissages relatifs à son programme. Et je pense que ça, la plupart des gens ne l'ont même pas perçu. Ça veut dire que ça, c'est des débats qu'on a, nous, les politiques, les journalistes, qu'on perçoit, mais que, à mon avis, une grande partie des Français n'ont même pas perçu. Donc moi, je crois beaucoup plus aux lames de fond, et fondamentalement, je crois que c'est ça à quoi nous avons été confrontés. Raphaël Antoine. Lame de fond, en 2 mots, L'. L'âme de fond d'Éric Zemmour, est-ce que le problème ne vient pas du fait que la majorité des Français ne se reconnaissent pas dans le sentiment que, comme il le dit, le peuple français est en danger de mort ? Ou que la majorité des Français n'a pas envie d'un simple rejet pour projet, ou que la majorité des Français n'a pas envie d'en revenir à la France de Belmondo et de Gabin. Peut-être tout simplement que la proposition en elle-même, au-delà des calculs d'appareil, des logiques d'appareil, que cette proposition en elle-même n'est pas de nature à recueillir l'assentiment, certes de nombreuses personnes, mais d'une majorité de Français. Écoutez, en tout cas, c'est pas ce qu'on relève quand on regarde l'opinion de presse. C'est-à-dire quand vous avez à peu près 66% des Français qui constatent et qui sont d'accord avec cette idée du grand remplacement, et y compris d'ailleurs chez Emmanuel Macron, quand vous voyez qu'à chaque fois qu'ils sont interrogés sur les sujets sécuritaires, sur les sujets identitaires, sur les sujets migratoires, il y a quand même un large consensus dans la population, quels que soient les électorats, pour dire qu'il y a aujourd'hui trop d'immigration, qu'il y a un problème avec l'assimilation, qu'il y a un lien entre immigration et insécurité, que la menace terroriste, évidemment, est un enjeu majeur. Ça ne fait pas des électeurs de Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que là-dessus, cette angoisse civilisationnelle, contrairement à ce que vous pensez, je crois qu'elle est largement, non seulement perçue et partagée par la population. Vous pensez que le problème des gens, c'est ça? Alors après, elle n'est pas
que les gens en majorité en aient conscience, ça c'est certain. En revanche, la différence, c'est que tous ne le vivent pas de la même manière au quotidien, puisque tous ne sont pas confrontés aux conséquences de la même manière au quotidien, selon les quartiers dans lesquels vous vivez, selon les écoles dans lesquelles sont vos enfants, votre milieu socio-professionnel. Voilà, donc ça n'est pas forcément le premier moteur de tous, ça c'est certain. Mais je crois qu'aujourd'hui, au-delà de la question identitaire, dont moi je suis convaincue qu'elle n'est pas le sujet premier de clivage, ça va être plutôt la question de l'Europe et de l'économie, qui va être peut-être davantage clivant au sein des Français que ne le serait la question migratoire. Mais ce que je constate aussi, et c'est peut-être une leçon aussi à tirer de ces élections, on a vu Marine Le Pen, au moment de ce second tour, faire le clivage avec Macron sur la question des retraites. C'est assez intéressant. Donc sur la question économique, et on aurait pu s'attendre dans ce cas-là que, évidemment, l'électorat de gauche de Jean-Luc Mélenchon, dont imagine que c'est une forme de matérialisme, la gauche met avant tout les sujets économiques au cœur de son programme, hein, c'est avant tout cela. Eh bien finalement, on se rend compte que ça n'a pas été le moteur de vote final et que c'est majoritairement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont porté aussi au pouvoir Emmanuel Macron. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de faire ce constat et de voir qu'il y a une forme de leurre à imaginer que parce qu'on va vers un programme très social étatiste, bon, je simplifie à l'extrême volontairement pour cela, avec des marqueurs, on va dire, de gauche sur l'ISF, sur la retraite, qui sont très affirmés, qu'on va pouvoir séduire cet électorat parce qu'on se rend compte que finalement, ça n'est pas ça qui va être déterminant au bout du bout. Est-ce qu'à titre plus personnel, en cas d'absence d'accord avec le Rassemblement national, vous allez briguer un siège de député? C'est-à-dire, pour préciser ma question, est-ce que vous êtes prête à affronter parmi vos adversaires un représentant du Rassemblement national? Alors, pour répondre simplement dans le Vaucluse, à Jordan Bardella tout à l'heure, et d'autant plus que ce sont des amis, en plus de les candidats RN dans le Vaucluse, donc la situation évidemment est délicate. Je prendrai ma décision d'ici quelques jours. Voilà, je me suis laissé un petit peu de temps pour des raisons personnelles. Devant, ayant bien géré mon timing, je dois accoucher le deuxième tour, au jour du deuxième tour. Donc voilà, c'est parfait. Ça complique un peu l'équation. Donc c'est vraiment idéal. Donc c'est vrai que cette 19 juin. Le 18 du coup. Oui, enfin, le 18 juin, quelle date? C'est génial. Ça aurait pu être le 20, c'était l'anniversaire de son grand-père. Moi, je ne savais plus comment résister. Charles alors. Et voilà. Mais bon, je dirais ça, mon mari italien. Un prénom italien, lui. Du coup, prénom italien pour Zemmour. Alors là, comment vous allez vous justifier? Je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire. Bravo. Donc, non, la conclusion, c'est que je vais prendre ma décision d'ici quelques jours parce que je ne suis pas sûre de pouvoir mener cette bataille, moi, personnellement, à 100% sur le terrain. Et surtout que je souhaite aussi pouvoir accompagner au niveau national l'ensemble des candidats et apporter aussi mon soutien dans de nombreux départements. Donc, je crois que, en ce qui me concerne et en ce qui concerne aussi d'ailleurs d'autres leaders et notamment Éric Zemmour, la décision sera prise assez rapidement. Eh bien, je vous remercie infiniment d'être passé sur le plateau. Merci à vous.